Pascal Woglo, c'est le nom de notre invité. Il est responsable du cabinet et Moufé, la référence, c'est ça. Oui. Bonjour à vous, monsieur Woglo. Oui, bonjour Madame Anita et bonjour aux heureux téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'un programme que vous avez mis en place. Il s'agit du programme d'insertion progressive et effectif des apprenants diplômés approuvés. C'est PIP-ADA. Alors, pourquoi approuver là? Approuver là, entre-temps, on va poser problème. Pourquoi? Ok, d'accord. Merci Madame. PIP-ADA, c'est vrai. Et c'est le programme d'insertion progressive effective des apprenants diplômés approuvés. Approuvé parce que nous sortons d'un ancien système pour un nouveau système qui est l'examen de fin d'apprentissage organisé par l'État. Mais il y a beaucoup de prestataires sur le terrain aujourd'hui, même des patrons, qui ne sont pas en possession de ce diplôme de l'État pour le CFA, pour approuver leur savoir-faire sur le terrain. Et d'autres sont sortis avec des diplômes de syndicats, des patrons personnellement à titre privé, mais approuvés par l'État, ce que nous voulons dire en fait. Ça veut dire que avant que quelqu'un ne fasse partie de notre programme, il faudrait qu'il puisse être attesté par l'État qu'il sait faire ce qu'il est en train de faire. Alors si je comprends bien, les diplômes des syndicats ne sont pas valables chez vous? Non, ce n'est pas forcément chez nous. Nous ne les prenons pas en compte parce que nous savons qu'avec l'avènement du PND, il y a des industries, des sociétés qui se créent. Mais vous ne pouvez plus aller soumettre un dossier maintenant sans mettre le diplôme de l'État dedans. Donc, ce qui veut dire que nous attirons l'attention justement. J'ai eu mon diplôme 10 ans avant la venue du CFA. Oui, ça y est, la réalité. On actualise maintenant. Ça voudrait dire que si tu avais l'ancien diplôme, avant de faire ton métier, tu peux avoir des apprentis, mais quand les sessions de l'État arrivent, tu peux encore aller et te faire évaluer pour avoir le diplôme de CFA. Avec mon atelier et mes apprentis? Non, c'est individuel. C'est individuel en fait. Comment se passe le système? En fait, je vous explique. Je suis un patron de couture. Mon diplôme que j'avais reçu, c'est auprès de mon patron. C'est dans le cadre de notre syndicat. Maintenant, si je veux toujours évoluer à titre linéaire, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si je veux avoir un contrat avec d'autres sociétés de la place et qui sont engagées dans le cadre de la fiscalité et qui sont dans les normes, je ne peux pas signer un contrat avec ce diplôme-là parce que ce n'est pas un diplôme attesté par l'État. Vous savez, c'est un diplôme que chacun peut s'asseoir dans sa chambre quelque part et signer que j'ai des compétences dans tel domaine. Mais qu'est-ce qui le prouve? Donc, si la personne est soumise aux examens de l'État, aux examens de l'État, ça atteste que vraiment la personne sait faire ce pourquoi il est appelé en fait. Donc, c'est pourquoi nous disons approuvé par l'État. Ah, d'accord. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce programme-là, PIP-ADA. Oui. C'est quoi exactement? Expliquez-nous le bien fondé de ce programme. D'accord. C'est un programme que nous avons. Vous savez, dans le cadre de la société civile, il est de notre devoir de constater ce qui se passe dans nos communautés, les difficultés pour néanmoins proposer des approches de solutions. Donc, nous avons constaté que, surtout dans le cadre d'apprentissage, la plupart de nos jeunes frères et sœurs, quand ils finissent leur cursus de formation, après les examens, ils ont leur diplôme, bien sûr, le CFA, mais c'est après ça qu'ils vont se chercher financièrement pour pouvoir ouvrir leur atelier. Une couturière ou un couturier qui n'a pas les moyens après sa formation, il faut qu'il aillent se chercher dans le domaine des travaux domestiques, peut-être c'est des petits commerces, d'autres veulent voir dans les bars, d'autres même vont plus loin en voyageant vers l'extérieur pour chercher des moyens et venir faire le travail en fait. Mais ce que nous constatons la plupart du temps, parmi eux, bon nombre n'ont plus cette chance de revenir vers leur métier. Souvent cela se passe pour les moins nantis, les démunis. Vous savez, les conditions dans lesquelles nos frères, nos soeurs, nos enfants apprennent leur métier, nous les savons. Surtout si la personne a besoin d'assistance ou de soutien. Et ce qui se passe avant la fin de sa formation, c'est des gens qui ont souvent des enfants avant de finir. C'est des gens qui vivent peut-être auprès de leur grand-mère ou de leur
grands-parents. Et quand tu quittes ta localité, supposons à Takpamé pour venir à Lomé pour te chercher. Pourquoi à Takpamé? C'est un exemple que je donne. De l'intérieur, en fait. Pour prendre les exemples ici, on prend souvent les exemples de Takpamé. Bon, ok, d'accord. Je vais modérer un peu. Bon, ok, si vous voulez Palimé, ce n'est pas un souci. Mais quand tu quittes par exemple. Ok, d'accord. Je vous oblige à prendre Palimé. C'est pas un souci, il n'y a pas de problème, puisque nous travaillons jusqu'à 5 et donc toutes les villes nous valent bien. Donc, et quand tu quittes ta localité pour venir vers le milieu urbain pour te chercher financièrement, tu ne dois pas oublier que tes parents attendent de toi. Peut-être tu as un enfant, tu as des charges et il y a d'autres besoins dont nous ne prenons pas conscience, mais notre objectif phare, c'est de trouver les moyens pour ouvrir notre atelier. Mais vous savez, il y a certains métiers, à force de quitter le secteur d'activité, tu es en train de t'éloigner du réflexe et de la technologie dans ce cadre-là. Mais il est temps que nous puissions commencer par accompagner ceux qui sont excellents, les meilleurs, d'une manière à toujours les aider à être dans leur domaine d'activité et se chercher financièrement. Accompagner en leur apportant les aides financières. Oui, voilà. Les aides financières, nous n'en avons pas. Voilà, nous n'en avons pas, mais qu'est-ce que nous proposons en fait? C'est un programme qui est déroulé sur 3 ans. Il y a plusieurs projets, donc il y a des différentes phases. Et l'histoire de la société civile, de nos activités antérieures, nous ont appris que les gens sont plus aisés dans l'assistanat et de la tête jusqu'au pied, ils ne veulent pas s'adonner en fait. Et quand vous voulez aider une communauté, ils ne sont pas prêts à contribuer un temps soit peu pour avoir leur contribution aussi. Donc ce que nous disons, c'est un système un peu complexe et il nous sera très difficile de commencer par mettre ça en œuvre dès maintenant avec les apprentis qui ont fini leur formation. Donc durant les 3 ans, nous avons plusieurs activités pour amener ceux qui ont commencé par apprendre leur métier dès maintenant à prendre conscience des difficultés d'insertion professionnelle, des enjeux sur le terrain, du programme que nous avons mis en place, pourquoi nous l'avons mis en place avant de commencer par les accompagner. Donc si nous avons par exemple un centre de couturier à l'intérieur dans une localité, je pense qu'il nous revient maintenant de signer des contrats avec d'autres sociétés qui sont dans les habits de costume, les sociétés de sécurité, ces consorts, pour pouvoir prendre des contrats pour ces centres et leur permettre d'avoir du travail. Et c'est sur les fonds de ce centre-là qui seront payés, mais bien payés. Et ils seront très bien payés pour pouvoir faire leur temps qu'il faut faire dans le centre et aller ouvrir leur atelier et laisser la place aux autres qui sont... Récapitulatif, s'il vous plaît, pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre. Je comprends. Quand vous faites les 3 ans, 3 ans d'apprentissage ou bien 3 ans après l'apprentissage? 3 ans de nos activités sur le terrain pour conscientiser les apprentis. D'accord. Les apprentis qui sont en cours de formation, les motiver. Ce sont les années d'expérience du programme, si je comprends. Justement, c'est-à-dire l'année d'implantation du programme avant la mise en place des centres qui va recueillir les apprenants après leur formation. Alors, c'est la quatrième année déjà? Bon, nous avons fait le lancement officiel en 2019, mais avec l'avènement de Covid, tout a été mis aux arrêts. Donc, c'est maintenant que nous relançons les activités et nous sommes en phase de sensibilisation et de signature de contrats avec les partenaires techniques institutionnels pour pouvoir nous lancer pour qu'en début d'année prochaine, nous puissions commencer par enregistrer effectivement des apprenants dans le cadre de ce programme. Alors, ces centres-là, c'est de Lomé à Saint-Cassé ou bien c'est seulement à Lomé ou seulement dans les grandes villes? Non, ces centres, c'est presque dans toutes les 5 régions et dans certaines villes et par les affinités. Les affinités, c'est quand je parle des affinités, ça veut dire qu'il y avait un document sur lequel nous nous sommes basés pour mettre en place ce programme. Chaque ville, chaque localité vis-à-vis de ses climats et de ses cultures ont leur domaine d'activité approprié, que ce soit artisanal, que ce soit animal, que ce soit la production végétale, que ce soit les halieutiques et ses consorts. Donc c'est sur cela que nous nous sommes basés
pour planifier la mise en place de ces différents centres selon les localités, parce que c'est là où on peut trouver des métiers phares qui contribuent économiquement à notre développement. Donc c'est à base de ce document-là que nous avons défini ces centres-là. Donc, et le plus important, je veux le dire rapidement, c'est que ce n'est pas tout le monde qui sera pris en charge par le programme, c'est les meilleurs. Mais tu peux être meilleur, être premier de ton centre, mais ne pas être pris en compte par le programme parce que tes parents ont les moyens pour te mettre en place un centre, un atelier, juste après la formation. Peut-être tu as un programme de voyage après ta formation, donc tu n'es pas pris en compte, mais c'est les démunis qui ont de bons résultats, mais qui n'ont pas les moyens, qui seront obligés d'aller se chercher. Vous fait dire que cette personne est démunie ou pas? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, à Lomé, c'est comme la nuit, hein, tous les chats sont morts. Non, vous savez, tout le monde n'a pas les moyens d'ouvrir un atelier après sa formation, mais d'autres en ont. D'autres ont les soutiens. Nous savons très bien, mais aujourd'hui, c'est pas évident de savoir tout de suite que telle personne n'a pas les moyens, telle personne. C'est la raison pour laquelle. Je veux savoir les critères que vous mettez en place pour déterminer ces personnes. Justement, vous savez, nous sommes des sociologues et faire 3 ans de parcours avec des gens, nous saurons identifier leurs besoins avant qu'ils ne finissent. C'est pourquoi nous ne nous jetons pas dans la mare pour commencer par prendre des gens. Mais nous les observons du début jusqu'à la fin de leur carrière, en fait, de leur cursus de formation, et nous saurons les identifier, qui a besoin, qui n'en a pas besoin, en fait. Maintenant, le volet social du programme, je vais l'expliquer rapidement, c'est que si nous t'accompagnons à mettre en place ton atelier, tu peux apprendre un métier peut-être à Badja ou bien à Tabligo, mais ton objectif, c'est d'aller ouvrir ton atelier à Palimé, comme vous le voulez, très bien, ou à Tapamé, si je reviens sur le départ. Voilà. Donc, vous voyez, celui qui veut ouvrir son atelier à Palimé ne nécessite pas les mêmes moyens que celui qui veut ouvrir son atelier à Lomé. Ça, c'est sûr. Donc, c'est en fonction de tout ça que nous allons évaluer ce dont tu as besoin pour ouvrir ton atelier, et ça va déterminer le temps que tu vas faire au centre avant de partir du centre. C'est pas un moyen d'exploitation de l'homme par l'homme, ça? Non, c'est quand vous dites... Si j'ai besoin d'ouvrir mon atelier à Lomé, par exemple, peut-être que j'ai besoin de 1 million. Quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son atelier à Djarkwanga a besoin de 300 000. Oui. Ça veut dire que celui qui a besoin... Il va passer 10 ans ici, lui va passer 3 ans. Justement, passer vis-à-vis de tes moyens dont tu as besoin. C'est quand même mieux que d'aller te chercher dans un domaine qui te désapprend pratiquement. Parce que celui qui, par exemple, a appris le métier de couture et est parti faire de petits métiers, de petits commerces dans la zone portuaire, se faire employer et qui ne pratique plus son métier, en fait, le temps là lui désapprend. Mais il ne sera d'ailleurs même pas payé comme ils ne sont pas dans un système de commerce. Ce n'est pas que nous les engageons pour les payer, mais ils sont payés sur les frais du centre. C'est-à-dire? Quand nous signons des contrats, nous signons ces contrats-là pour le centre d'activité, en fait. Donc les contrats leur viennent. Nous les aidons seulement à signer des contrats. Donc le pourcentage qui sera destiné au paiement de leurs salaires sont là. Le pourcentage qui sera destiné au fonctionnement du centre aussi sont là. Pour le suivi des activités aussi est là. Maintenant, il y a même un volet que nous gardons pour subvenir aux besoins des apprentis qu'eux, ils vont engager après avoir quitté le centre. C'est ça le volet social dont je parle. Ça veut dire que quand tu es passé par notre centre, tu es bien payé, tu as même été assisté par certains de nos partenaires que nous ne voulons pas encore dévoiler, parce qu'on peut les assister, les accompagner aussi par des matériels pour anticiper leur départ du centre, pour permettre à d'autres de venir aussi continuer dans le centre, dans la même logique. Et vous savez, quand vous partez dans une localité, vous êtes obligé d'engager 3 enfants. Vous pouvez avoir plusieurs apprentis, nous on ne refuse pas, ça peut être une dizaine. Mais vous allez identifier 3 enfants dans le besoin que vous allez accompagner du contrat jusqu'à la fin de formation. Si je vais choisir les gens de ma famille, comment vous le choisissez? Même si c'est des gens de ta famille, essentiel que les critères soient établis, que c'est des gens nécessités. Non, c'est ça. Il y a le favoritisme qui rentre en jeu. Mais même si, je vais choisir les gens de ma famille. Oui. Au même moment, à côté de moi, il y a une fille ou un garçon qui, ses parents n'ont pas les moyens. Non, quand vous nous présentez les enfants accompagnés, parce que leur prise en charge sur le plan nourriture, peut-être logement, reviennent sur les charges du centre.
Donc, nous n'allons pas nous lever, les accepter comme ça, nous allons mener nos enquêtes, c'est bien sûr, mais l'essentiel, ce que je veux vous dire, vous savez, dans notre domaine social, on ne peut pas tout faire à tout le monde. Il n'y a que certaines personnes qui peuvent passer par le programme. Même si le besoin est énorme, nous ne pouvons que faire une partie de ce que nous proposons. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Alors, dites-moi, pourquoi vous vous intéressez particulièrement aux apprentis, si on peut le dire ainsi? Est-ce que vous êtes passé par les mêmes difficultés pour savoir que... Non, les mêmes difficultés, je dirais non. Peut-être que vous avez appris un métier, non, vous n'avez pas eu la chance. Voilà. Pourquoi avoir choisi, pourquoi ne pas choisir peut-être, je suis avec les cadres, pourquoi ne pas choisir peut-être les techniciens? Ok, très bien. Ou bien ne pas choisir les diplômés. Le programme ne s'est pas seulement limité aux apprentis. Ça s'est également élargi pour même leurs patrons, dans le cadre d'un système d'alphabétisation que nous avons pour la mise en place des centres d'alphabétisation pour accompagner les patrons qui ont les complexes de niveau. Et parce que vous savez, actuellement... Vous avez appelé ça complexe. Est-ce qu'ils vont accepter... Non, c'est complexe. Est-ce qu'ils vont accepter se rendre dans ces centres? Non, appelons les choses par leur nom. Parce que quelqu'un qui est complexé, on sait comment ça se passe. Non, ce qui se passe... Maintenant, la personne est complexée. Est-ce que cette personne acceptera quitter son atelier à 18h et dire je vais dans un centre d'alphabétisation? Justement, c'est ça. C'est là où se trouve notre enjeu. Et c'est pourquoi nous avons initié ce programme. Et les gens, vous voyez, quand vous les observez, vous les écoutez, nous sommes avec eux dedans, nous les écoutons, c'est des gens qui ont des besoins, mais ne savent pas par quel canal l'exprimer et se faire assister, en fait. Mais nous ne prenons pas que les patrons, mais nous prenons aussi, ça va vous paraître bizarre, mais le secteur de conduite de taxi-moto, les émidiamans. Oui. Les émidiamans... Avec eux, vous faites quoi? Voilà, justement. Vous savez, beaucoup, je ne dirais pas... Non, non, vous savez, nous avons toujours cette tendance de les prendre comme des gens agités, des gens, entre guillemets, irresponsables et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais, vous savez, parmi ces conducteurs, nous avons des diplômés. Nous avons des patrons d'ateliers même qui ont abandonné leur métier parce que ça finit par aller mal. Et parce que vous savez, il n'y a pas des exigences pour faire partie de ce corps-là de métier. Même moi, même quand je sors de ce studio, je peux prendre ma moto et commencer par conduire. Donc ça veut dire que le jour au jour, l'effectif ne fait qu'augmenter. Mais nous attendons tout de l'État. Il est temps maintenant que nous commençons par réfléchir sur nous-mêmes. Nous commençons par nous apporter des solutions appropriées à nos besoins parce que, vous savez, ceux qui sont au sommet de l'État ne peuvent pas maîtriser à 100% les réalités que nous vivons tous les jours. Donc maintenant, il faut les mêler à la chose. Et comment nous le faisons? Quand je parle des diplômés, nous avons des non-diplômés également. Les gens se sont jetés au départ, très jeunes, adolescents, et ils ont fini par faire le mariage, ils ont des enfants, ils ont des charges, le loyer et tout. Maintenant, on ne peut plus demander à ces gens d'aller maintenant laisser tomber la moto, d'aller apprendre un métier. Ce n'est pas possible. Comment ils vont gérer leurs charges? C'est pourquoi, à partir de ces centres et par le canal des chambres de métier, nous négocions pour que nous savons chaque zone, chaque secteur a ses journées mortes. Quand nous prenons par exemple Tchévier, la ville de Tchévier a ses jours d'activité appropriés où les conducteurs trouvent leur compte. Quand nous prenons vendredi ou les jours approximatifs de vendredi, peut-être le jeudi et le début de semaine. C'est à eux maintenant de nous identifier au moins 2 ou 3 jours de la semaine où ils ne sont pas trop actifs sur le terrain. Et de ces 3 jours-là, ils se feront former par des techniciens au sein des centres, au sein de ces centres-là. Et ça veut dire que nous leur donnons l'occasion d'apprendre un métier tout en continuant pas à conduire la moto. Et le jour où ils décideront de laisser tomber cette activité, ils ont un diplôme sous la main qui peut leur servir, qui peut leur permettre de s'en sortir. Sinon, ils seront acculés par peut-être d'autre part des cas d'accident, d'autre part des cas de fatigue sous le coup de l'âge ou des maladies que nous connaissons très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? C'est ce système que nous avons mis en place dans le cadre de ce programme exactement pour les accompagner un temps soit peu et les former.
Maintenant, d'autres sont parmi eux, ils ont déjà les compétences, mais ils ont viré sur ce terrain-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut les organiser des recyclages. De ces recyclages, on va leur faire des rappels, des petits rappels, pour qu'ils passent l'examen du CFA et avoir leur diplôme, leur attestation de l'État, qui prouve que du jour au lendemain, on peut les aider à sortir de ce secteur-là. Maintenant, il faut quand même les accompagner sur d'autres plans. Nous avons analysé le secteur, nous disons que aujourd'hui, nos conducteurs de taxi moto sont nos GPRS à Lomé. Quand tu vas quelque part, il suffit de leur poser la question, ils vont te montrer ou bien te conduire là où tu vas. Mais pourquoi ne pas monnayer cet aspect de leur métier? Là, nous disons, je vais vous expliquer ça. Nous disons qu'il faut créer un espace publicitaire mobile, que nous appelons ZEM solidaire. Et quand aujourd'hui nous savons que à la radio, quand vous passez des communiqués à la radio, beaucoup ne suivent plus la radio. Les communiqués même, ça dit que les radios maintenant sont tellement beaucoup que chacun a sa préférence et on n'a plus le temps d'écouter le communiqué. Même en écoutant le communiqué, tu n'as pas parfois le temps de noter le numéro. Maintenant, même sur les mêmes radios, des sociétés cherchent des compétences dans des domaines pour les engager, mais ils conduisent à longueur de la journée, ils ne sont pas à l'écoute en fait. Donc quand ces sociétés passent par nous, nous pouvons réellement identifier ces compétences parmi eux. Alors, et les... Là, je vous arrête tout de suite. Oui. C'est une manière d'arracher les marchés aux médias, c'est ça? Non, ce n'est pas une manière d'arracher les médias, mais c'est une manière d'innover un peu, d'accompagner les entreprises à être efficaces dans leur communication. Donc chez nous, on n'est pas efficace, c'est ça? Non, je vais vous expliquer. Bon, ce n'est pas moi de poser des questions, mais la télévision Espoir 47 c'est bien suivi, mais est-ce que vous êtes sur la chaîne satellitaire? Je ne sais pas. Moi, je ne réponds pas aux questions. D'accord, ok, merci. On regarde poser des questions. Maintenant, nous disons que par les radios, nous connaissons les limites actuellement. J'espère que vous avez au moins notre application dans votre téléphone. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Maintenant, et de part, à côté de cela, je dis que, et par l'avènement des chaînes satellitaires, maintenant, beaucoup ne sont plus intéressés par nos chaînes locales. Ça, il faut dire la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut proposer pour la visibilité, pour les entreprises, les moyens, les PMI, les PME qui n'ont pas les moyens, c'est de passer par ces conducteurs de taxi moto pour se faire parler d'eux. Espoir 47 est à Toblecopé actuellement, mais il se peut, c'est compte tenu de sa durée, parce que les gens savent qu'il y a une télévision à Toblecopé. Mais si nous avons utilisé ce système de communication visuelle via les conducteurs, avec les t-shirts ou les gilets à l'effigie de E47, je vous dis que en un temps record, tout le monde sera dans le quartier que vous êtes ici à Toblecopé. Donc c'est ce que nous voulons utiliser un temps soit peu. Donc ces conducteurs qui seront sélectionnés pour la visibilité, seront assurés d'abord par la société, c'est une condition qui les favorise, et trimestriellement, ils seront indemnisés par ce qu'ils font en fait. Maintenant, l'atout aussi, c'est que les entreprises ont cette facilité d'avoir des interlocuteurs directs vis-à-vis de leurs produits et de leurs services. Donc, par ce biais, nous pouvons un soit peu les accompagner. Alors, ils vont représenter en quelque sorte les commerciaux du... Justement, sur une période donnée. Alors, rapidement, dites-nous, j'ai eu la chance de parcourir un peu votre document, oui. Et il y a un de vos objectifs qui m'a beaucoup plu, c'est de permettre la production sur place de la plupart des produits importés. Et parce que vous savez, aujourd'hui, face à la guerre en Ukraine, vous savez ce qu'on vit au jour le jour. Oui. Comment comptez-vous y arriver? Bon, comment comptons-nous y arriver? Je pense que c'est un engagement à responsabilité partagée. Et vous savez, nous savons bien faire quelque chose, c'est de faire le constat, mais il nous est souvent très difficile de proposer des solutions concrètes pour y arriver. Et nous avons aussi ce problème d'espérer le temps pour voir les choses se réaliser. Donc nous disons que parfois, nous cherchons ailleurs, à l'extérieur, parce que nous ne savons pas que nous avons les mêmes qualités à côté de nous. Et pourquoi? Justement parce que ces praticiens, ou les auteurs, n'exploitent pas suffisamment les moyens du TIC, de la technologie, de l'information, de la communication pour se faire connaître. On est toujours dans ce système traditionnel d'être toujours en activité avec ceux qu'on connaît, ceux avec qui on est en contact. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons passer par l'utilisation de nos réseaux sociaux, les pages professionnelles pour nous faire connaître. Et là, nous sommes sûrs que
quand les produits de qualité qui sont chez nous, qui sont méconnus par la plupart, quand nous allons commencer par parler de suffisamment, nous allons commencer par les exposer et convaincre les partenaires, beaucoup de ces commandes se feront aussi. Vous nous avez parlé d'abord de ceux-là qui peuvent faire partie de votre programme, c'est-à-dire les apprentis surtout et également d'autres corps de métier comme les aides-men, comme les aides solidaires. Vous venez de le dire, mais quelles sont les conditions à remplir? Est-ce que je suis apprenti, je n'ai pas assez de moyens, ou bien je suis conducteur de taxi-moto, je n'ai pas assez de moyens, je me rends directement à votre siège, ou bien il faut remplir un certain nombre de critères? Ok, d'accord, merci Madame Anita. Il faut reconnaître que, vous savez, quand nous disons parfois les nécessités, on a tendance à croire que c'est les moins nantis, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Mais on peut être assez nanti, mais être nécessité aussi. C'est-à-dire que l'assistance, l'accompagnement technique vont dans tous les plans. Les conditions sine qua non qui ne sont pas forcément indispensables pour démarrer avec nous, c'est d'abord, il faut être dans la légalité avec la loi, c'est-à-dire quand vous êtes en fin de formation, quand vous êtes un patron, il faut être en règle, que votre diplôme soit reconnu par l'État d'abord. En plus, il faut avoir une pièce d'identité qui est la nationalité. La nationalité, parce que d'autres utilisent aujourd'hui la carte d'électeur comme une pièce incontournable, alors que ça ne nous aide pas avec nos partenaires de l'extérieur pour justifier effectivement leur existence et les aider dans le cadre d'accompagnement, d'assistance. Donc, la nationalité s'impose et c'est par acuité. Quand vous rentrez dans ce domaine du conducteur moto, des apprentis, même les patrons, je dirais à peine 40% non. Donc, il faut commencer les formalités. Donc, nous les aidons dans le cadre de nos sensibilisations, de nos activités, à les informer en lieu et place sur les conditions d'établissement de ces pièces selon les cas. Quand tu es né à l'extérieur, quand ton papa est togolais, mère étrangère, quand papa est étranger, mère togolaise, quand tu es né et adopté dans quelles sont les pièces à fournir. Donc on ne les laisse plus aller se chercher au niveau de la direction, faire des dossiers, avoir et le contentieux, faire beaucoup de démarches avant de l'avoir. On leur donnera la chance de les informer. Voilà, donc par rapport au coût, on leur donne des informations. Avant de te lever, tu sais les pièces qu'il faut fournir, les moyens qu'il faut. Donc, besoin de faire les allers-retours. Justement, donc ça nous permet quand même d'évaluer effectivement le nombre que nous avons et pouvoir plaider leur cause auprès de nos partenaires avec preuve qu'il existe réellement, que ce ne sont pas des fictifs. Alors, merci à vous, Monsieur Médecin Pascal. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir fait le déplacement. Voilà. Et merci pour tout ce que vous avez apporté comme précision en ce qui concerne ce programme en PIPADA. Alors, donc, nous vous souhaitons d'avoir bonne chance et à nos frères et sœurs qui ont suivi cette émission et qui sont intéressés. Vous faites un signe ici, un d'entre nous qui va vous conduire directement au siège. Et puis vous allez demander d'autres renseignements. Peut-être il y a certaines choses qui ne sont pas dites ici. Vous aurez ces renseignements et bon pour préparer votre avenir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 13h.